Bonjour messieurs et mesdames, bienvenue à ce second webinar jeudi avant-vente expert. Donc le thème de ce second webinar sera sur la bonne architecture à choisir selon les besoins de vos clients. Un webinar qui sera animé par Bertrand Boussedier, que je ne présente plus, et Zoria qui est là. Donc tous les deux sont connectés. Comme d'habitude, vous pouvez déjà poser vos questions dans l'onglet questions et on y répondra à la fin du webinar. Voilà, je vous souhaite un bon webinar et je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse la parole, Bertrand et Zoria. Merci Sophia. Bonjour à vous tous et bienvenue encore pour ce deuxième webinaire jeudi avant-vente expert organisé par Wildix. Je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux à suivre nos webinaires. Donc aujourd'hui, jeudi le 14 juin, nous allons voir avec vous comment choisir la bonne architecture selon vos besoins. Je m'appelle Zoria, je suis assistante commerciale et marketing Wildix France. Ce webinaire, on va le faire en duo avec Bertrand, notre Country Support Manager. On y va. Alors pour ce webinaire, choisir la bonne architecture selon vos besoins, nous allons préciser quelques points importants. Donc nous allons démarrer avec vous avec un petit point sur les licences per user, quand c'est très important de bien les choisir pour pouvoir répondre aux besoins d'un client. Ensuite, nous allons voir avec vous la différence de service des licences récurrentes et lifetime. Troisième point, nous allons donc continuer avec le partage des licences au niveau du portail dans un réseau WMS. Ensuite, nous allons faire un petit point sur les différents types de plateformes que Wildix vous propose. Le point 5, nous reverrons avec vous le WMS Network, toujours en rapport avec ces licences. Le sixième point, WMS Network, les règles. Donc, on verra les règles à respecter pendant la création du réseau WMS. Point 7, licence WMS Network. Donc, on verra aussi les règles pendant le partage des licences au niveau du réseau WMS. À partir du point 8, c'est Bertrand qui va vous expliquer quelles possibilités vous pouvez avoir avec un réseau WMS. Ensuite, le point 9 vous fera découvrir les différents types de failover que nous avons. Et le 10e point, avant-vente, donc pour vos avant-ventes, l'analyse de vos besoins. Et juste à la fin, vous allez pouvoir nous poser des questions. Les licences per user. Donc, comme vous le savez tous, nous avons 4 licences per user, ce qui fait de Wildix une des solutions les plus simples dans le choix des licences. Donc, dans les licences, nous avons la licence basique. Cette licence, elle vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de la téléphonie classique. Voilà. La deuxième licence essentielle, elle vous permet d'utiliser toutes sortes de fonctionnalités de collaboration au sein de votre entreprise et aussi utiliser les applications pour les mobiles. La licence business, elle vous donne accès à ces fonctionnalités de collaboration que vous pouvez transporter vers l'extérieur. Donc, ça vous permet d'utiliser Kite sur votre site internet ou dans votre signature mail, mais aussi vous pouvez créer des conférences vidéo multipoints avec les personnes à l'extérieur. Et vous pouvez aussi utiliser les intégrations, les intégrations Web API, ce qui est très important. La dernière licence, la licence Premium, elle vous donne accès à tout ce qui est l'outil de statistique, l'analyse CDRView. Et avec cette licence, vous pouvez utiliser aussi les fonctions WBI qui sont disponibles à partir de la licence récurrente. Les licences per user, donc nos 4 licences per user, elles sont disponibles sur 3 plateformes et donc vous avez 2 catégories de licences. La catégorie récurrente où vous retrouvez la licence mensuelle, annuelle
ou 5 ans. Et dans la partie Lifetime, vous avez une licence qui vous permet de faire un achat en une seule fois si vous voulez une licence à vie. Donc faites bien attention, sur le PBX Cloud, on ne peut pas avoir les licences Lifetime. Et sur les autres plateformes, le PBX virtuel ou cloud, eux, ils supportent tout type de licence. Différence de services récurrents Lifetime. Donc maintenant que vous connaissez nos 4 types de licences, vous savez qu'on peut les avoir en récurrent et en Lifetime. Je vais vous expliquer quelques petites différences que nous avons entre ces deux modèles. Donc le modèle récurrent vous donne beaucoup plus de fonctionnalités. Par exemple, tout ce qui est Wildix Business Intelligence, ces fonctions, elles sont disponibles que sur les licences récurrentes. Donc, vous avez le Worldwide Phonebook, la transcription des mails, le texte speech dynamique et le texte speech light. Ces fonctions-là, elles sont pas disponibles sur du lifetime. À ne pas oublier aussi le fait que qu'avec les licences récurrentes, vous avez beaucoup plus de souplesse dans votre installation. Imaginons qu'un client, il vous demande avec le temps d'enlever quelques licences. Donc, la licence mensuelle, elle peut être arrêtée à la fin du mois. Et ce n'est pas disponible avec les licences lifetime, vu que c'est un achat en une seule fois. Donc, merci Zoria pour cette partie-là. Je vais reprendre la main pour expliquer donc au niveau des licences, au niveau de votre portail. Donc, dans votre portail, quand vous voulez partager les licences, donc, comme l'on a vu, il vous faut d'abord créer le premier PBX qui va supporter en fait ces licences pour pouvoir les partager après avec les autres PBX. Donc, comme vous avez vu, le PBX, donc une fois créé, là vous créez le deuxième, comme on voit sur cet écran. Donc là, c'est un PBX VM qu'on a pris pour le deuxième. Et en fait, sur la gauche, vous avez la case WMS Network License. Par défaut, donc, cette case est un No. Il vous suffit de cliquer sur la partie droite pour avoir le menu déroulant. Et là, vous voyez, comme dans la liste, là, tout un tas de PBX qui sont disponibles. Et vous devez donc sélectionner le PBX que vous voulez utiliser. Donc là, le PBX de Dieu, pour pouvoir en fait récupérer les licences. Donc si par exemple sur ce PBX-là, vous avez 10 licences, en sélectionnant ce nouveau PBX dans cette interface, du coup, vous aurez 2 PBX qui vont utiliser ces 10 licences et qui vont se les partager. Donc tout ça, c'est toujours la même fenêtre. Nous vous avons laissé vraiment une façon très très simple de pouvoir arriver à ce menu, puisque c'est la fenêtre que vous connaissez quand vous créez en fait vos PBX, quand vous faites le petit plus vert dans le portail, quand vous créez le PBX, c'est vraiment la même fenêtre. Donc c'est vraiment très simple à faire. Maintenant, on va passer avec vous à un petit résumé rapide sur 3 plateformes de communication unifiée proposées par Wildix. Donc, premièrement, nous avons un PBX hardware HW. Ce PBX, il peut être connecté au réseau de données au sein de l'entreprise. Deuxième PBX virtuel, lui, il est compatible avec tout type de tous les systèmes de virtualisation. Et le troisième, PBX Cloud, qui est managé par Wildix et hébergé par Amazon Web Storage, qui est le numéro 1 mondial des data centers. WMS Network, donc le WMS Network, il vous permet de connecter différents sites de la même entreprise. Les utilisateurs d'un même réseau WMS, ils peuvent communiquer entre eux gratuitement, sans se soucier de la distance qui les sépare, comme s'ils étaient tous raccordés au même PBX ou comme s'ils étaient tous au même endroit. Donc, le réseau WMS vous permet de centraliser et de faciliter la maintenance, la mise à jour de tous les utilisateurs du système, ainsi que de tous les appareils qui sont connectés au même réseau WMS. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui peuvent posséder plusieurs succursales à travers le monde ou même plusieurs sociétés, donc plusieurs endroits, plusieurs bureaux. Et ça permet de connecter tous ces lieux ensemble dans un réseau WMS. Si vous ajoutez un utilisateur sur un site de l'entreprise, il devient tout de suite visible sur les autres sites. Il peut être immédiatement contacté par les autres utilisateurs du même réseau WMS.
Par exemple, chez Wildix, on utilise le réseau WMS parce que nous, on a un PBX pour la France, un PBX pour l'Italie, un pour l'Allemagne, un pour les États-Unis. On a aussi un pour l'Ukraine. Et ça me permet de communiquer avec mes collègues. Je peux les appeler et je peux intercepter leurs appels si j'en ai le droit. Le WMS Network, les règles, donc on a 2 points à respecter pendant la création d'un réseau WMS. Le premier point qui est très important, c'est que tous les PBX doivent appartenir au même client et le réseau WMS doit être activé entre tous les PBX. Le deuxième point, comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, c'est que le PBX Cloud ne peut pas être client dans un réseau WMS. Si vous avez le PBX Cloud dans un réseau de PBX, donc c'est forcément lui qui doit posséder les licences et les partager avec les PBX clients. Licence WMS Network, les règles. Donc, on a quelques règles à respecter pendant la création d'un réseau WMS. La première règle, c'est que le partage des licences WMS Network est possible seulement avec le modèle per user. Donc, cela veut dire que vous ne pouvez pas le faire avec le modèle per service. Et même si vous avez un PBX en per service et un autre en per user, vous ne pouvez pas faire le partage des licences dans un réseau WMS. Et deuxième point qui est très important, lorsque vous créez le partage des licences dans un réseau WMS sur le portail, donc nous, en même temps, on reçoit une petite alerte et donc vous devez patienter et attendre que cette demande soit validée par nous dans notre portail. Donc, la petite fenêtre que vous voyez ci-dessous, c'est la fenêtre que vous voyez pendant la création du réseau WMS. Donc, si vous avez une urgence, si vous créez un réseau WMS, n'hésitez pas à nous appeler pour nous dire que vous venez de le faire, de l'activer, pour que ce soit activé par nous au plus vite possible. Donc, merci Zoriana pour ça. Donc maintenant, nous allons voir en fait les différentes architectures possibles au niveau des réseaux WMS Network. Donc, premièrement, la première architecture la plus simple, en fait, c'est en utilisant deux PBX hardware, donc deux PBX physiques. Comme vous pouvez le voir sur ces PBX, il y en a un qui est connecté avec un truc SIP et l'autre, en fait, avec une passerelle BRI. L'exemple que nous avons pris là, c'est des exemples, par exemple, des magasins Intersport qui ont en fait plusieurs IPBX, donc dans la réalité, ils en ont beaucoup plus. Là, je vous ai mis juste deux par rapport à la diapo. L'important de ça, en fait, c'est que dans ce magasin, la problématique était qu'en fait, ils avaient tous les services administratifs qui étaient sur un magasin et ils avaient besoin en fait de communiquer énormément entre eux pour pouvoir gérer les affaires de la vie courante. Donc, notre partenaire, donc, en fait, a tout simplement mis ces deux PBX en réseau. Et en fait, toujours avec le partage des licences, comme vous l'a expliqué Zoriana, le grand avantage de ça, c'est que par exemple, je ne sais plus exactement le nombre de licences, mais admettons sur le magasin, il y avait 30 personnes et il y avait une vingtaine de personnes sur la plateforme logistique. Grâce à ces licences WMS Network pour licence per user, ça permet en fait de déplacer très facilement des utilisateurs d'un PBX à l'autre sans devoir racheter des licences. Si mon partenaire en fait avait fait comme avant, acheter des licences, 30 licences sur le magasin et 20 licences sur la plateforme logistique, si par exemple il y a 5 personnes du magasin qui doivent aller travailler sur la plateforme logistique définitivement, mais il aurait été obligé de racheter 5 licences supplémentaires sur la plateforme logistique. Le fait d'avoir en fait les licences dans un réseau WMS Network et de partager ces licences en fait permettent très simplement déjà de pouvoir gérer au mieux en fait le placement de vos utilisateurs sur les PBX. Donc ça c'est le cas le plus classique avec des PBX physiques. Le deuxième cas que nous pouvons voir maintenant, c'est quasiment la même chose, sauf que là, en fait, c'est passé avec des PBX virtuels. En fait, pour ces agences Century 21, le but, c'était quoi? C'était déjà de ne plus avoir du tout de PBX physique. Ils avaient déjà, en fait, en local chez eux, un outil de virtualisation, donc des serveurs qui virtualisaient déjà toute leur partie informatique. Et ils se sont dit, ben, pourquoi rajouter, en fait, une brique physique dans notre baie alors que nous avons déjà de la virtualisation? Donc, en fait, ils ont recréé une machine virtuelle dans leur système de virtualisation et ils ont, du coup, hébergé directement le PBX en machine virtuelle.
Donc toujours OK du virtuel, mais possibilité d'avoir des trunks SIP ou des passerelles BRI, aucun problème. Et cette virtualisation leur a permis aussi d'avoir une sauvegarde générale en fait automatisée par rapport à ces deux systèmes de PBX, ce qui aurait été beaucoup plus compliqué avec des PBX physiques. L'autre système, alors là c'est encore le mode encore plus light on va dire, cet agent AXA en fait d'assurance donc a décidé de passer totalement en cloud dématérialisé. En fait, il n'avait rien chez lui au niveau de serveurs ou de matériel physique. En fait, dans chacun de ses locaux, tout simplement, il a juste une arrivée Internet, un switch. Le gros avantage de ça, lui, il a voulu pousser même encore la chose encore plus loin, c'est que dans ces locaux, il n'y a pas du tout de téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, ils font tout directement avec un casque et l'ordinateur. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que entre ces deux agences, en fait, ces collaborateurs ne sont pas forcément toujours dans les mêmes agences. Ils peuvent se déplacer suivant les besoins, suivant les demandes de leurs clients. Donc, ça devenait un peu trop compliqué d'équiper chaque agence avec le nombre maximum de personnes qui auraient pu être là. Donc là, en fait, ils n'ont rien à équiper. Ils ont en fait tout simplement un réseau Wi-Fi pour la voix, un réseau Wi-Fi pour la data. Il me semble qu'ils ont une imprimante sur place. Et après, ils arrivent, ils se connectent au niveau du réseau Wi-Fi et ça leur permet de travailler sans avoir énormément de matériel sur place. Et surtout, le gros avantage du cloud, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se soucier en fait de la maintenance et, de leur système puisque tout est dans le cloud. Donc, plus de serveurs, même en local, à maintenir. Le dernier point, qui est à mon avis un des plus intéressants, c'est ce qu'on appelle en fait le cloud, le WS Network hybride. Le grand avantage de ça, c'est que ça vous permet de profiter de toutes les richesses de la partie cloud ou virtuelle et aussi de garder un PBX physique pour la sécurité. Donc, dans l'exemple que vous avez ici, c'est l'exemple d'un hôpital. Donc, sur un hôpital, ils ont mis donc sur la partie de gauche, comme vous pouvez le voir, alors un PBX. Alors, eux, c'est un PBX virtuel, mais on peut aussi bien le faire avec un PBX cloud, qui vous permet en fait d'héberger toute la partie administrative de l'hôpital. Donc, tout ça est hébergé dans le cloud. Et sur la partie droite, en fait, pour les urgences, ils ont gardé un PBX physique avec une vraie passerelle BRI et puis du secours électrique vraiment sur place. Donc, tous les services d'urgence sont connectés sur le PBX physique. Tous les services administratifs sont sur le PBX virtuel ou cloud avec un trunk SIP. L'avantage de ça, c'est qu'au travers de ce réseau WMS, les PBX, bien évidemment, comme vous le savez, peuvent en fait communiquer entre eux sans aucun problème. Et ça leur permet aussi d'avoir du coup une structure hybride qui peut résister, on va dire, à tout, puisque s'il y a des coupures ligne Internet, électricité et ainsi de suite, ils ont toujours le PBX physique avec la redondance électrique et des vrais accès numériques. Donc le PBX Cloud est vraiment bien en fait pour profiter du meilleur en fait de la virtualisation et du cloud, tout en gardant en fait une sécurité en local sur place pour pouvoir assurer les services quoi qu'il arrive. Donc le point 9, la partie failover. Comme vous le savez peut-être pour les anciens, il y a quelques années, en fait, quand vous vouliez faire un failover, vous aviez votre PBX comme la PBX primaire et votre PBX secondaire, vous étiez en fait obligé de racheter les licences sur PBX secondaire. C'était un problème et surtout un coût assez important. Ce que nous avons fait maintenant, grâce à ce partage en fait de licences dans un réseau WMS Network, vous achetez en fait toutes vos licences sur PBX primaire principale. Vous partagez au travers du réseau WMS Network les licences pour le PBX secondaire. Dans ce cas-là, donc le standby mode, tous les postes sont en fait connectés sur le PBX primaire. Quand le PBX primaire tombe, n'est plus accessible, on va dire, les postes peuvent se réenregistrer sur le PBX secondaire. Et surtout, vraiment l'avantage, c'est que le PBX secondaire, il récupère certes, on va dire, la programmation du PBX principal, mais surtout, il profite des licences dans ce réseau. Donc, plus besoin d'acheter des licences en double. Le deuxième point en fait de failover, c'est ce qu'on appelle le sharing mode. Donc là, on a toujours deux PBX, un PBX1 et un PBX2. Donc là, c'est plus un PBX primaire et secondaire. Le PBX1 donc, supporte des téléphones ou des dispositifs. Le PBX2 a lui aussi ses propres dispositifs et chacun est redondant l'un de l'autre. L'avantage de cette solution, c'est de permettre d'optimiser en fait les coûts au niveau des PBX. Plus besoin d'acheter un PBX qui ne servirait qu'en cas de panne, qu'en cas de défaillance du premier. Les deux PBX, dans ce cas-ci, sont en fait utilisables. Et le même principe, donc les licences sont partagées au niveau du réseau WMS, ce qui fait que quand les postes vont d'un côté ou de l'autre suite à une défaillance du PBX, les licences sont toujours possibles.
L'autre avantage en fait de ce failover en sharing mode, c'est que par exemple sur mon schéma, vous avez 3 postes à droite et 4 postes à gauche. Si sur le PBX1, vous voulez avoir plus que 2 postes et passer les 2 postes sur le PBX2, du coup, vous allez vous retrouver avec 5 postes sur le PBX2 et seulement 2 postes sur le PBX1, mais sans aucun souci de licence, puisque les licences sont partagées en fait dans ce réseau WMS. Donc, très pratique au niveau de la redondance, au niveau de la gestion des licences, et surtout, vous pouvez bouger des utilisateurs très facilement sans devoir racheter des licences, puisque tout est partagé dans le réseau. Alors, le point crucial par rapport à toutes ces architectures que vous avez vues, donc là, c'est les architectures que nous avons choisies, mais c'est vrai qu'il existe un nombre, on va dire, un nombre important d'architectures, et ce, suivant évidemment le besoin du client. Donc, ce point est vraiment, on va dire, crucial au niveau de l'avant-vente. C'est-à-dire, le premier point à analyser, c'est bien l'analyse des besoins clients. Première chose. C'est sûr que le client va vous expliquer ce qu'il veut faire. Voilà, il a vraiment normalement, il a une idée assez claire de son projet. Mais n'hésitez pas, vous, en fait, à provoquer des questions. Parce que c'est vrai que souvent, pour eux, il y a des choses qui leur paraissent évidentes, donc ils ne vont pas vous expliquer, mais qui peuvent être après déterminantes dans votre projet. Donc, une fois que vous avez vraiment pu écouter votre client, poser des questions, récupérer tous ses besoins, le deuxième point déjà, quand vous avez un projet qui commence à être un peu plus compliqué, bien évidemment, faites un point avec vos commerciaux. Vous avez chacun des commerciaux en région, donc n'hésitez pas à les appeler et voir avec eux et dire voilà, j'ai ce projet-là, qu'est-ce que tu en penses, comment on peut avancer dessus. Suite à ça, en fait, en accord avec donc, votre commercial Wildix, tout simplement, il peut nous appeler et demander une validation au niveau du support technique. Moi, ça m'arrive souvent, par exemple, Joseph, Jean-Yves, même Stéphane, qui m'appelle et dit voilà, j'ai ce client qui a ce projet-là et j'aurais besoin en fait de ton avis technique sur telle ou telle partie. Ça, c'est très important parce que c'est vrai que c'est bien beau d'en parler, mais il faut des fois avoir des validations. Et surtout, ce que vous pouvez faire aussi, j'aurais presque pu rajouter un quatrième point, c'est n'hésitez pas à faire un POC. C'est-à-dire à faire une maquette, à essayer de reproduire ce que veut le client quand ça devient vraiment assez pointu. Donc ça permet de voir et surtout, ça permet de voir si le client vous a exposé le projet, vous ne doutez peut-être pas que ça va fonctionner, donc pour vous c'est OK, mais c'est toujours bon de le faire voir vraiment au client en grandeur nature parce que peut-être qu'une fois qu'il va voir le projet tourner, le PBX avec voilà, le système, l'acheminement des appels, il va peut-être se poser d'autres questions et au moins vous allez pouvoir affiner votre projet. Donc surtout, ce qu'il faut vraiment penser, c'est que, ok, certes, Wildix, nous sommes flexibles sur les fonctionnalités, ça vous le savez tous, mais il faut faire attention sur un gros point, c'est qu'en fait l'architecture du client n'est pas flexible. Donc nous, on peut avoir le PBX le plus flexible du monde, si au niveau de l'architecture, il y a vraiment des choses que l'on ne peut pas bouger, que l'on doit respecter, ça peut aussi amener des contraintes. Donc voilà vraiment les 3 points sur lesquels je voulais, on va dire, insister. Et ces trois points en fait sont très importants parce que ça vous permet en fait de mener à bien après votre projet. Voilà, juste avant de passer aux questions, juste pour vous dire que donc nous avons fin novembre Unicom technique donc à Lille et toutes ces questions-là vont être abordées. Donc et bien évidemment sur les déploiements de Wi-Fi, de DCT, pas mal de choses, pas mal de debugs, mais aussi des points avant-vente. Tout simplement, on va le faire aussi donc pour vos techniciens, puisque vous, chez vous, déjà, vos commerciaux doivent pouvoir se reposer déjà sur vos techniciens, au moins pour des premiers points d'avant-vente. Donc ça fera partie de la formation Unicom à Lille. Et donc, je vous invite déjà à vous inscrire un maximum. Voilà, Sophia, on va passer en fait aux questions. Déjà, je ne sais pas si tu as déjà des questions. Oui. On a une question d'Éric Roussel. C'était sur la slide avec l'architecture cloud de Century 21 qui demande quel casque a été utilisé sur ce type d'architecture. Bonjour Eric. Donc par rapport à cette architecture, ils ont utilisé en fait des casques Jabra. Et alors je ne sais plus exactement les modèles. Je crois qu'il y a des modèles. Alors je pense pas qu'ils aient le même que le mien. Là, moi c'est un modèle vraiment très très fin. Celui-ci, il me semble qu'ils avaient des modèles style Evolve 65 et Evolve 75. Donc c'est les modèles binaurales. Et la différence, c'est que les deux, je crois que c'est que le 75, il a l'atténuation de bruit. Donc par contre, alors ça c'est une bonne question parce que ce qu'il faut faire attention par rapport à ça, quand vous utilisez des casques Bluetooth connectés à un ordinateur, toujours utiliser le dongle. Donc Jabra livre toujours les dongles avec, donc branchez le dongle et on utilise le Bluetooth en fait entre le casque et le dongle pour avoir des fonctionnalités en fait pour décrocher et raccrocher. Voilà.
Ensuite, on avait une question de Fabrice Benaudet qui nous demandait si le failover était possible entre le hardware et le virtuel. Bonjour Fabrice. Donc oui, en fait, le failover, on peut faire du failover entre tout type de PBX, donc du hardware, du virtuel, il n'y a aucun souci. Après, à toi de choisir lequel tu veux en master et lequel tu veux en failover, mais il n'y a aucun souci. Tu peux bien évidemment mixer les deux architectures. Alors, juste un petit point sur ce failover, comme vous le savez déjà pas mal, toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles au niveau du failover. Petit à petit, on avance au niveau de ça. Donc, faites bien attention quand vous voulez faire un failover. Regardez déjà de ce qui est disponible maintenant. Et après, pour le reste, ça va être disponible un peu plus tard, mais c'est en cours. Voilà, c'est un petit point à faire attention. Merci. Question de Gabriel Julien. Quel est l'intérêt de faire un WMS entre deux IPBX Cloud? Bonjour Gabriel. L'intérêt de faire un WMS network en fait entre deux IPBX Cloud, juste pour un WMS network, certes, il n'y a pas forcément d'intérêt. L'intérêt vient plus loin après pour pouvoir faire pourquoi pas du failover, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on est d'accord, il n'y a pas forcément d'intérêt. Le seul intérêt ici, peut-être, serait de partager les licences. Voilà. Celui que je suis. Question de Ernest. Bonjour, le sharing mode sur quel type de PBX? Salut Ernest. Alors, je vais remettre la slide. Donc, le sharing mode, tu peux le faire en fait pareil entre deux PBX physiques ou deux PBX virtuels ou physique et virtuel. Après, tu pourrais même faire entre un physique et un cloud aussi. En fait, toutes les possibilités sont ouvertes par rapport à ça. Donc, toujours le même point, il faut bien étudier le client, le besoin du client, et peut-être que là, tu vas te rendre compte que sur un site, on ne peut pas mettre de cloud parce que, par exemple, la bande passante n'est pas assez élevée pour pouvoir connecter des postes. Mais ça, vraiment, c'est du cas par cas, suivant évidemment l'architecture. On en revient là, toujours à la même architecture du client. Question de Sébastien Berlet. Peut-on mettre un IPBX Cloud en principal et un PBX physique sur site? Si le physique tombe, l'autre prend le relais et vice-versa. Est-ce que c'est possible? Oui, bonjour Sébastien. Donc, oui, donc, comme vous avez fait voir Zoriana, je remonte un petit peu dans les diapos. Donc, voilà, comme tu le vois ici, là, quand tu veux faire un WS Network avec partage de licence, par exemple, le PBX Cloud doit être absolument le serveur. Donc, tu peux bien mettre un PBX Cloud en serveur avec un PBX après physique chez les clients. Il n'y a pas de souci. Par contre, on est d'accord, le cloud, toujours serveur. C'est la seule règle vraiment la plus importante. Ok. Question de Pascal Maillet. Quel débit Internet pour la synchronisation en failover du sharing mode? Alors, au niveau Sharing. du, ouais, ok. Au niveau du débit Internet, en fait, au niveau de la synchronisation, c'est tout simplement, déjà, ça va dépendre de la qualité de la voix, de la bande passante pour la voix. Donc, par exemple, si on prend le meilleur codec, le G711, on peut arriver, on va dire, au maximum 100 kg. Ça, c'est vraiment le maximum, en comptant évidemment un usage intensif, si vous avez des touches de programmer, en comptant les cryptages et ainsi de suite. Pour après, on va dire, la synchronisation entre les réseaux, c'est seulement 10%. Ça va être une dizaine de kilos à peu près qui serviront en fait à checker au niveau de la synchronisation. C'est pas plus. Question de Ernest. La licence business est obligatoire pour Kite? Ernest, oui, la licence business est obligatoire pour Kite en fait. Par rapport à l'essentiel, la licence essentielle en fait, c'est de la collaboration, on va dire intra-entreprise avec les collègues. Donc tu peux faire en fait de la partage d'écran ainsi de suite avec tes collègues. Et à partir de la licence business, tu as toute la partie collaboration vers l'extérieur. Et donc vers l'extérieur, tout simplement Kite pour ton site web ou la partie Kite vidéoconférence. Donc tout à fait. Question de Sébastien Eberlé. Combien de PBX clients peut-on connecter au PBX principal? Alors, en termes de WMS Network, on monte à plus de 200 PBX, donc un peu plus de 250. Donc, je laisse le temps de voir venir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas trop d'immunes, on va dire. Quasiment pas. Question de Aurélien Bosch. Bonjour, au niveau des licences, pouvons-nous mixer les licences annuelles, mensuelles sur le WMS pour assurer un besoin ponctuel ou saisonnier du client? Très bonne question. Bonjour Aurélien. Alors, au niveau du PBX, sur un PBX par exemple, on va commencer comme ça, sur un PBX, tu ne peux pas mixer la durée des licences. Sur un PBX, si tu choisis des licences mensuelles, toutes les licences sont mensuelles.
Si tu choisis des licences annuelles, elles seront toutes en annuel. Ça, tu ne peux pas mixer, on va dire, la durée des licences sur un PBX. Après, dans un réseau WMS Network, si tu partages les licences, tu ne peux pas mixer, puisque les licences, ça revient au même, elles vont être supportées par un seul PBX. Par contre, si tu décides de ne pas partager les licences, donc tu fais un réseau WMS Network sans partager les licences, tu pourras avoir un PBX avec des licences mensuelles, un autre avec des licences annuelles et un autre avec des licences à vie. Ça ne pose pas de problème, mais les licences ne seront pas partagées, bien évidemment. Voilà. Question de Fabrice Benaudet. Quel conseil pour un site distinct entre TELSIP ou WMS? Si seulement quelques téléphones, exemple 3 téléphones, vaut-il mieux faire un réseau WMS ou un TELSIP déporté? Alors, bonne question. En fait, pourquoi répondre à ça? En fait, il faut connaître l'architecture, on va dire, client. C'est-à-dire que les deux sont faisables, c'est-à-dire on peut mettre des postes déportés, des téléphones déportés, 3, 4, même plus, pourquoi pas. On peut mettre aussi deux PBX physiques. Il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, si tu mets deux PBX, alors physiques ou virtuels, peu importe, mais deux PBX sur chaque site, ça peut être bien s'il n'y a pas assez de débit sur un site pour pouvoir supporter des postes déportés. L'autre avantage, c'est que s'il y a des coupures de ligne Internet, les PBX redeviennent autonomes et les gens peuvent continuer à téléphoner. S'ils ont en plus, je sais pas, par exemple, des billets sur place, ils peuvent continuer à téléphoner. Si, admettons maintenant, tu mets un PBX, on va dire, sur un site, et de l'autre côté, tu mets que des téléphones déportés. Déjà, il faut que la bande passante puisse supporter, donc c'est 100 kg symétriques par communication. Voilà, donc c'est la première chose, il faut que ça puisse aller. Il faut bien évidemment qu'il n'y ait pas de problème de jitter et de perte de paquets sur Internet. Hein. Ça paraît clair, ça paraît logique, mais c'est bien de le préciser. Et deuxièmement, par contre, l'autre souci, c'est que si ton lien Internet coupe au niveau de tes postes distants, tes postes sont isolés, il n'y a plus rien, ils ne peuvent plus téléphoner du tout. Donc ça va dépendre probablement de la bande passante et on va dire de l'état critique de peut-être perdre la ligne Internet chez ton client pour les postes déportés. Donc, c'est des petites questions. Donc, ça, c'est vraiment des questions typiques en avant-vente. C'est-à-dire que, exactement ce que je dis. Nous, Wildix, nous sommes flexibles, on va dire, sur pas mal de choses. Hein. C'est vraiment ce que je vous ai mis dans la slide. Wildix c'est être flexible dans les fonctionnalités, dans les architectures, mais attention, l'architecture client n'est pas forcément flexible. Et c'est là où est le problème. Voilà. Alors, peut-être, pourquoi pas, mettre une deuxième ligne Internet en redondance, où il y a que les postes, si vraiment ça devient critique pour le client. Il y a plusieurs choses à étudier, mais voilà, le cas typique est là. Voilà, merci Fabrice. Ok. Question de Guillaume. Est-il possible de mettre un PBX hard ou cloud chez un client et de créer pour chacun de nos clients un failover vers le même PBX hard, jouer le rôle de sauvegarde pour tous nos PBX clients? Bonjour Guillaume. Oui, ce serait possible. Ça voudrait dire que ton PBX principal, qui on va dire qui servirait de secours à tout le monde, il faut que ce soit le PBX maître. Ça c'est obligatoire. C'est lui qui va supporter toutes les licences du coup pour tout ton réseau. Ce qui veut dire que tu peux pas avoir des PBX cloud du coup pour supporter les autres sites. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et tu pourrais bien sûr envoyer tous tes PBX en fait en secours vers celui-ci. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Question de Sébastien Héberlé. En fait, il y a deux questions. Quels sont les besoins au niveau technique concernant le câblage réseau pour un Wildix Cloud 4.5 supporté, gig trop élevé et comment éviter ces problèmes? Alors, je vais répondre à ça déjà. Donc, en fait, pour mettre un PBX Cloud, c'est un peu ce que j'expliquais donc à Fabrice. Première chose, il vous faut une ligne Internet chaque qui tienne le coup. Peu importe le débit, même si vous avez, nous on a fait cette expérience-là, en fait, avant qu'on ait notre fibre définitive, on a eu une fibre, une FTTH Orange, hein, pour ne pas le citer, on avait 220, 230 mégas. Donc 220, 230 mégas, par 100 kg de bande passante pour une com, on s'est dit, on est large. Et en fait, on n'a pas pu garder cette ligne. Pourquoi? C'est ok, certes, on avait bien 200, plus de 200 mégas, mais en fait, les paquets s'envolaient, 810 secondes, voire même plus. Donc ça, déjà, c'est pas possible. Suite à ça, en fait, on a pris une ligne Internet ADSL Livebox très très basique. Voilà, on avait 4 mégas en download et 0,3 en upload, ce qui paraît rien par rapport à cette ligne. Mais là, on arrivait à avoir quand même 3 communications simultanées en téléphonie et d'une qualité irréprochable, puisque du coup, cette ligne-là, certes, elle était beaucoup plus petite, mais elle était très 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 stable. La voix sur IP, en fait, il ne faut pas tant de débit que ça. Le débit, c'est pas le primordial, on va dire, sur la bande pour la voix sur IP. 100 kg par com, c'est vraiment rien maintenant. Mais le plus important, surtout, c'est la stabilité de la ligne.
Donc il ne faut pas de gigue, évidemment, il faut que la ligne soit bien stable, et ainsi de suite. Donc là, le premier point vraiment à vérifier pour un client comme ça, OK que tu aies une fibre, une ADSL, une DSL, peu importe, mais il faut vraiment une stabilité garantie. Tu perds un paquet en voie sur IP, tu vas te rendre compte si tu es en communication à ce moment-là. Voilà. Donc la voie sur IP, c'est le protocole RTP, Real Time Transport Protocol, c'est de l'UDP. Il n'y a pas de retransmission de paquets en TCP. Donc là, il faut que ce soit propre. Voilà pour ça. Il y avait une deuxième question, c'est inclus dedans, Sophia? Oui, il y avait une deuxième question. Pour un failover, si le PBX principal tombe, est-ce que le PBX secondaire reprend le lien trunk? Alors, très bien. Ça, c'est toujours Guillaume, c'est qui toujours pareil? Non, c'est toujours Sébastien. Sébastien, pardon, excuse-moi, Sébastien. Donc ça, c'est une très très bonne question. Il faut bien que vous compreniez que c'est qu'en fait, la partie trunk, c'est pas nous Willix qui pourront la supporter. Pourquoi c'est pas nous Willix qui pourront la supporter? C'est que déjà, ton trunk, il va peut-être pas être autorisé à s'enregistrer à deux endroits différents, donc deux adresses IP différentes. Donc il faut voir en fait avec ton opérateur, est-ce que ton opérateur autorise ton trunk à s'enregistrer à deux endroits différents? Ça, c'est la première chose. Là, déjà, nous, on ne peut rien, malheureusement, c'est pas nous qui avons autorisé ou pas. Je sais que OpenIP propose un service, je ne connais pas du tout le nom, hein, voilà, mais je sais qu'il propose un service en fait avec un trunk principal et un trunk de secours et qui permet en fait, donc les numéros sont toujours portés sur ces deux trunks, qui permet de mettre le trunk principal sur le PBX principal, le trunk de secours sur le PBX de secours, puisque là ça va. Et quand en fait, je crois que, alors je ne sais pas le mécanisme exact, mais le principal c'est que quand en fait ils perdent le lien avec le trunk principal, ils routent les appels vers le PBX de secours. Le gros souci, en fait, sur ces trunks avec du failover, c'est surtout pour les appels entrants. Pour les appels sortants, il n'y a pas de souci. Si vous payez numéroté, il va reprendre le trunk. Mais en fait, il faut que l'opérateur puisse porter les numéros sur le deuxième trunk de secours. Sinon, c'est pas possible. Et si c'est le même trunk, c'est pareil. L'opérateur, en fait, envoie vos numéros entrants vers une adresse IP publique qui est celle de votre PBX principal. Le moment que celui-ci va couper, il va toujours envoyer vers la même IP. Donc, il faut qu'il y ait un mécanisme au niveau des opérateurs. Ils commencent à le proposer maintenant, entre autres OpenIP, pour qu'ils puissent du coup envoyer en fait vos appels entrants plus vers l'adresse IP qui est down, mais vers la nouvelle adresse IP. Donc ça, c'est un mécanisme à vérifier avec vos opérateurs. Je sais qu'OpenIP a quelque chose qui peut répondre à vos besoins. Voilà. Question de Gauthier. Quelle différence y a-t-il entre un VPN IPsec ou un MPLS voix et le réseau WMS? Faut-il une adresse IP fixe par site? Alors, déjà, par rapport à notre réseau WMS, tout ce qui est VPN, IPsec, MPLS, opérateurs, ça vaut mieux voir avec les opérateurs les services vraiment qu'ils proposent. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse à nous, déjà, c'est au niveau des réseaux WMS. Donc, il y a quelques années, oui, il fallait une adresse IP fixe sur le PBX maître. Ça, on n'avait pas le choix, puisqu'il fallait que les autres PBX puissent se connecter à une adresse qui existe toujours, qui ne change pas. Sinon, c'était impossible. Maintenant, c'est avec le DNS, le nom qu'on vous fait choisir en fait en .widxing.com, vous n'avez plus besoin. En fait, quand vous créez vos réseaux WMS Network, vous faites pointer à chaque fois les PBX clients vers, non pas l'adresse IP publique du maître, mais vers le nom en widxing.com du maître. Ce qui fait que si ça change, si l'adresse IP principale n'est pas fixe, vous pointez toujours vers une adresse qui est cohérente, qui existe, peu importe où elle se trouve sur Internet. Après, c'est sûr qu'il est quand même recommandé d'avoir une adresse IP fixe, on va dire, pour plus de stabilité, mais en utilisant ce nom en widxing.com, c'est vraiment la chose à faire et ça vous permet du coup de garder ça. Pareil, quand vous provisionnez des postes, on va dire, sur un PBX virtuel, vous avez virtualisé un PBX dans un data center, peu importe où, et vous provisionnez vos postes et vos dispositifs, il faut vraiment toujours les provisionner vers le nom en widxing.com. Parce que c'est encore arrivé il n'y a pas 30 ans pour un client, il avait provisionné vers l'adresse IP publique et je ne sais pas pourquoi, ils ont changé de data center. Et donc, changement de data center, changement d'adresse IP, il a été obligé de repasser sur tous les postes. S'il avait mis le nom en fait en .widxing.com, il n'avait rien à faire. Il aurait fallu attendre peut-être 10 minutes que le temps que le DNS se propage, voilà, retrouve la bonne IP, mais il n'y avait aucune manip à faire physiquement sur le téléphone. Donc, utilisez toujours le nom en .widxing.com que vous créez quand vous faites votre PBX à la fois pour connecter, comme tu viens de me le dire, donc, un réseau WMS et à la fois pour connecter aussi tous vos dispositifs. Voilà. Il y a Stéphane qui rebondit sur cette question et qui demande quel est le temps de propagation du DNS. Alors, bonjour Stéphane. Ben, les temps de propagation des DNS, c'est les temps général des DNS. Il n'y a pas de, il y a pas de temps de propagation DNS Willix ou DNS Google ou quoi. C'est le temps général. Il me semble qu'en moyenne, c'est on va dire un quart d'heure. Ok. Mais on n'a pas de règles spécifiques pour nous. Ok. Question de Julien Lovato sur un failover lorsque le principe
tombe, le second reprend, mais lorsque le principal redevient disponible, est-ce qu'il reprend la main de lui-même? Ouais, bonjour Julien. Oui, en effet, en fait, quand le principal redevient actif, tous les dispositifs repartent sur le principal, en fait. C'est-à-dire que nous, on ne reste pas sur le public solver. Le public solver, ça reste un failover. Pourquoi, en fait, on n'a pas décidé de rester sur le failover et d'attendre que ça replante pour repasser sur l'autre? Parce qu'en fait, le failover, on a quand même des petites fonctionnalités qui sont, en fait, qui ne sont pas supportées sur le failover. Donc, le failover reste vraiment un public de secours avec quelques petits services dégradés. Du coup, on revient toujours du côté du PBX principal quand celui-ci est de nouveau opérationnel. Ça, c'est automatique. Donc, voilà. Il y a Sébastien qui voulait rebondir sur sa première question et il me demande en une précision, est-ce que le catégorie 5 est OK concernant le réseau interne? Est-ce que Ah oui, c'est pardon, c'est vrai, pourri? il avait posé ça. Et combien de switches peuvent être cascadés en évitant les gigs? Alors, combien de switches cascadés, c'est pas une règle OLX, hein, c'est une règle de switch cascadé. C'est un peu pareil pour tout le monde, il me semble que c'est 4 ou 5 de tête. Je n'ai pas le chiffre exact, mais cherchez sur Google. Google est votre ami, n'oubliez pas. En fait, il me semble que c'est 4 ou 5 switches. En deçà de 4 ou 5 switches, ça commence à devenir pas bon du tout. Donc, mais ça, c'est une règle générale, hein, c'est pas forcément OLX, donc ça c'est en général. Et après, au niveau du câblage, je dirais qu'il faut au moins du 100 mégas. Ça me paraît le minimum. Après, ça dépend ce que vous faites avec. Si vous voulez faire de la conférence, de la visioconférence, c'est peut-être bien d'avoir un câblage interne en gigabit, mais je dirais que du 100 mégas. En fait, le principal, 100 mégas, on en a largement assez. Même 10 mégas, je dirais presque qu'on en a assez, mais ça va être surtout la qualité, la stabilité, pareil, du réseau. Comme on peut avoir en fait des problèmes sur le réseau extérieur, donc le réseau extérieur, comme vous savez, c'est ce qu'on appelle du best effort. Là, on ne peut pas faire grand-chose malheureusement en notre part quand c'est sur Internet. Par contre, quand vous êtes sur votre réseau local, il faut vraiment que le réseau local soit irréprochable. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir le BBX en local et avoir des problèmes de coupure de grésillement, surtout enfin, de qualité en local, déjà, il faut, bon, ça ne vient pas toujours du réseau, mais il faut se poser la question d'analyser bien le réseau. Donc, en gros, quand il y a un câblage, l'idéal, ça serait dans l'idéal, je parle, ce serait d'avoir le cahier de recettes en fait du câblage qui a été fait avec un scanner, un omniscanner, qui nous permet en fait d'avoir tout la paradiaphonie et ainsi de suite pour ceux qui connaissent, voilà, de savoir si votre réseau est propre, parce que c'est pareil, hein, si les terres des câbles ne sont pas mis, donc justement, il faut prendre du blindé de FTP. Si les câbles ne sont pas mis à la terre, vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle la paradiaphonie et entraîner en fait les perturbations électriques dans le câble. Donc, je dirais que première chose, 100 mégas, je dirais que c'est pas mal comme minimum, et surtout, il faut que ce soit blindé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une terre sur les câbles réseau. Ça, c'est le principal. Voilà. Ok. Valérie demande, petite précision quand même, donc des liens accès Internet avec ou sans IP fixe suffisent. Il n'y a pas besoin de VPN. Non, alors en fait, bonjour, en fait, quand vous faites un réseau WMS Network, il ne faut pas de VPN. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos PBX montent un réseau VPN en fait entre eux. En fait, quand on met le PBX principal, il va se déclarer lui en tant que serveur VPN. Et tous les PBX clients qui vont se mettre dessus vont venir en tant que client VPN. Donc en fait, le réseau VPN, on le monte nous. Il est monté, il est automatique. Ça aussi c'est important ce point-là. C'est une grande force en fait de Windix, c'est que Windix, en fait, vous n'avez pas à vous embêter avec ça. C'est nous qui montons, c'est les PBX qui montent le réseau VPN pour supporter le WMS Network. Ça aussi, c'est une grande force parce que la plupart des concurrents, vous êtes obligés de monter vous-même les réseaux WMS, enfin les réseaux VPN, pour pouvoir monter des mises en réseau entre PBX. Mais nous, en fait, voilà, c'est inclus dedans, il n'y a pas de licence spécifique et c'est nos PBX qui montent le réseau, qui montent le VPN. Donc, éviter d'avoir un autre VPN par-dessus, ce n'est pas forcément l'idéal, mais c'est simplement le Windix monter le VPN. Stéphane Hang reformule. Le temps de routine dont il parlait, c'était du DNS DPBX. Donc DYN DNS DPBX. Ah, le DIN DNS, d'accord. Ok, c'était par rapport à notre DNS, d'accord. Pour okay, je vois ce que vous voulez dire, Stéphane. Donc, en fait, oui, dans notre PBX, dans paramètres PBX HyperTP, dans le menu, on a en fait un dynamique DNS qui permet justement de checker l'adresse. Et ça, c'est automatique. Et je ne sais pas le temps, Stéphane, j'en ai aucune idée comme ça à te dire. Par contre, je peux regarder, ouais. Je peux regarder ça, mais il faut que je demande chez le modèle, mais je n'ai pas le temps du tout en tête de refresh de ce DNS pour checker l'adresse que je comprends mieux. Je vais essayer de me renseigner sur ça et puis on peut se recontacter, pas de souci.
Ok. Donc, il y a Pierre-Jean Lombardi par rapport au cordon 4-5 qui précise que les 4-5 classe D ne sont plus normalisés. Minimum Exact. classe D 2002, 4-5E qui supporte le giga. Exact. Non, Voilà, tu as tout à fait voilà. raison, Pierre-Jean, par rapport à ça. Tout à fait. Merci pour la précision. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de questions. Ça a été un très Pas bon mal. échange, merci messieurs. Ce fut très très intéressant. Le prochain webinar tournera autour de la thématique du cloud. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions dessus, donc c'est quelque chose qui a été discuté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ce sera la thématique du cloud. Je reviens vers vous avec une date, donc ce sera au mois de juillet. Voilà, voilà. Je vous remercie Bertrand et Zoria pour vos interventions. Merci à vous tous. Merci d'être toujours aussi nombreux. Ça nous fait plaisir. Voilà. C'est impeccable. Puis des questions, c'est Toujours un toujours plaisir intéressant. d'être là avec vous. C'est bien. Et C'est je vous chouette. donne rendez-vous à un autre jeudi. Une bonne journée, Merci. messieurs. Au Bonne revoir. journée tout le monde.